Non, là j'attends juste que ceux qui pensaient voir une vidéo d'Airsoft mettent leur dislike et s'en aillent, parce que avec une vidéo qui s'appelle Mon avis sur Star Wars Rogue One, il y en a quand même qui pensent que je vais parler d'AK-47 et de M4. Avant d'attaquer la vidéo, plusieurs petites choses. Premièrement, je me fixe pas de durée limite pour cette vidéo, puisqu'on parle quand même de Star Wars, donc je prendrai certainement le temps de bien parler du film, et si vous voulez une appréciation qui ne dure pas très longtemps, je vous conseille d'attendre quelques semaines, il y a 50 nuances degrés qui arrivent. Vu la qualité de ce genre de film, il n'y aura pas grand chose à en dire. Deuxièmement, ça va spoiler, déjà parce que le film est sorti il y a plus d'un mois, et aussi parce que Rogue One c'est assez particulier puisque c'est une histoire qu'on connaît déjà. Si vous êtes fan de Star Wars, vous savez ce qui se passe dans Rogue One, donc il n'y a pas énormément de choses à spoiler, mais je préviens quand même, ça va spoiler. Troisièmement, je suis un gros fan de Star Wars. Oui, je sais, c'est très original. Mais par conséquent, il sera difficile pour moi d'être relativement objectif sur ce film, puisque forcément le fan qui est en moi va parler, j'ai grandi avec ces films. Donc forcément, je pense qu'il serait illusoire de prétendre à une quelconque objectivité en ce qui concerne Star Wars. Quatrièmement, il n'y a pas de quatrièmement. Il y a un an sortait Le Réveil de la Force, l'épisode qui relançait Star Wars au cinéma. Et l'épisode a vraiment divisé les fans, avec d'un côté ceux qui le haïssent du plus profond de leur âme et ceux qui tout de même l'adorent. Moi, je n'ai pas détesté Le Réveil de la Force, mais il faut admettre que c'est clairement pas le meilleur Star Wars et qu'il est vérolé de problèmes. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Avant d'aborder le sujet avec plus de précision, je vais tout de même donner mon avis rapidement. Est-ce que j'ai aimé Rogue One? Putain ouais, j'ai adoré Rogue One, vraiment, et je m'attendais pas du tout à ça. Je conseille à ceux qui n'ont pas aimé Le Réveil de la Force d'aller voir Rogue One, de laisser une chance à Rogue One. Et je conseillerais même à ceux qui n'ont pas aimé la prélogie d'aller voir Rogue One, parce que vraiment, je m'attendais pas à apprécier autant ce film. Et j'ai kiffé ma séance de ciné, vraiment. Et c'était pas gagné car j'avais de gros a priori à propos de ce film, puisque je ne suis absolument pas fan du système de production de Disney qui consiste à nous donner un film Star Wars par an. Je pense que ça va forcément nous amener à une surdose et que la qualité va en pâtir, en plus de perdre les gens qui ne suivent pas la saga avec assiduité. Puisque par exemple, lors de la séance de ce film, j'ai entendu des gens discuter de où se déroulait ce film dans la chronologie de la saga. Et c'est pas étonnant, ça montre bien déjà que des gens sont perdus, et c'est pas étonnant, parce que si tu suis Star Wars d'un peu loin, c'est un bordel sans nom ce qu'est en train de faire Disney. En 2015, on nous a proposé Le Réveil de la Force, qui était la suite directe de la trilogie des années 70-80. En 2016, on nous propose un spin-off, Rogue One, qui n'a rien à voir, donc qui n'est une suite de rien du tout, qui se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4. En 2017, on va avoir la suite de l'épisode de 2015. En 2019, on va avoir un spin-off sur Han Solo. Enfin, c'est un bordel sans nom et les gens se perdent. Et malheureusement, en plus, ça va mener une surdose. Un film Star Wars par an, c'est trop. Autant Rogue One a réussi son pari, autant je doute un peu de l'intérêt des prochains spin-offs. Par exemple, le spin-off sur la jeunesse d'Han Solo. Je dis pas que ça serait pas intéressant en BD ou autre, mais en film, faire un film sur ça, est-ce que ça a vraiment le potentiel épique pour faire un film, pour faire un bon film Star Wars? J'ai des doutes, clairement j'ai des doutes. Mais voilà, Disney veut faire avec Star Wars ce qu'il fait déjà avec Marvel, c'est-à-dire nous bombarder de films, et malheureusement je pense que c'est pas spécialement une bonne idée, puisque déjà selon moi, et c'est personnel, mais je pense qu'un film Star Wars doit rester un événement, et si on en sort un chaque année, ça sera plus vraiment un événement, ce sera bon bah voilà, cette année il y a ce Star Wars là qui sort, et on ira le voir, mais il y aura plus ce côté magique d'aller voir un Star Wars au cinéma, et ce côté surexploitation de licences n'amène jamais à rien de bon. Je vais prendre pas mal d'exemples de jeux vidéo, mais on regarde la série Call of Duty ou Assassin's Creed, qui sont des séries qui sortent, il y a un épisode par an. On voit bien que la qualité s'est dégradée et que ça s'est cassé la gueule, que ces sagas n'ont plus le nom, l'importance qu'elles avaient avant. Et je pense qu'au cinéma, ça fera la même. Déjà, je trouve que Marvel, il y a de plus en plus de gens qui commencent à développer un certain dégoût des films Marvel. Ils sont bons, hein, les films Marvel. Sont pas, il n'y a pas de films Marvel qui sont vraiment immondes, mais ils sont quelconques. Et malheureusement, à force d'avoir trop de films quelconques, on s'y désintéresse. Et j'ai peur que ça fasse ça pour Star Wars, vraiment. Mais pour le moment, il est trop tôt de parler de l'avenir de la saga Star Wars au cinéma, donc on va parler de Rogue One. Donc Rogue One, réalisé par Gareth Edwards. Alors je pourrais vous dire que ce film est bien réalisé, mais ça me paraît un peu évident. Ce genre de blockbuster, de gros film, n'est jamais mal réalisé. La réalisation manque d'audace, de personnalité, mais c'est jamais mal réalisé. J'avais parlé dans ma vidéo sur Captain America Civil War d'un certain type de réalisation que je qualifie de réalisation efficace. C'est-à-dire que c'est propre, c'est nickel, c'est carré, mais ça n'a pas de personnalité, ça n'a pas ce petit cachet qui fait que ça va vraiment vous marquer. Et pour le coup, Rogue One, c'est bien plus qu'une réalisation efficace. Déjà, il y a cette notion de gigantisme qui est vraiment frappante. Et c'est pas vraiment étonnant lorsqu'on sait que Gareth Edwards est celui qui a réalisé le remake de Godzilla en 2014. Gareth Edwards aime filmer des gros trucs. Et s'il vous plaît, ne sortez pas cette phrase de son contexte.
Et cette notion de gigantisme, on la retrouve beaucoup sur les vaisseaux impériaux. Je pense au Destroyer, à l'Étoile de la Mort. L'Étoile de la Mort qui n'a jamais été filmée comme ça, et qui est vraiment je crois que c'est le film où l'Étoile de la Mort est le plus imposante, vraiment. Également les AT-AT qui sont ces quadripodes de l'Empire. L'entrée des quadripodes est juste magique. On entend juste le bruit, et d'un coup, ils sortent du brouillard. On voit vraiment le quadripode énorme. C'est filmé de façon à vraiment ce qu'on se sente écrasé par la taille de ces vaisseaux. Mais ça ne s'arrête pas juste au gigantisme. Tous les plans sont soignés en fait, vraiment. Je pense qu'à de nombreux moments du film, vous pouvez mettre pause, faire un screenshot et vous avez un putain de fond d'écran, vraiment, parce que les plans sont soignés. Les entrées de Vador, par exemple, Vador n'a que 2 scènes, vraiment. Mais la première scène de Vador où il sort de la brume est juste magnifique. On sent que le personnage est imposant. Et c'est pas juste une scène pour faire classe, ça raconte également quelque chose. On sent que le personnage est menaçant. C'est pas n'importe qui. Même quelqu'un qui ne connaisserait pas Vador dans les autres films sait que ce personnage-là, ce n'est pas n'importe qui. Et la scène de fin avec Dark Vador. On en reparlera à la fin, mais vraiment, je pense que cette scène a mis tout le monde d'accord. Mais vraiment, il y a énormément de scènes du film qui m'ont marqué, ce qui n'était pas le cas dans Le Réveil de la Force. Déjà parce que Le Réveil de la Force copiait beaucoup sur ce qu'on avait. Enfin, faisait beaucoup du déjà vu en fait. Hein. Beaucoup de scènes étaient tirées d'Un Nouvel Espoir. Là, il y a vraiment beaucoup de scènes, entre guillemets, inédites et qui en mettent plein la vue. Et parfois, c'est vraiment des trucs qui durent que quelques secondes. Moi, je pense à un moment où on voit des TIE Fighters sortir d'un destroyer. Mais d'habitude, on en voit un, deux, trois, quatre, grand maximum. Et là, on en voit mais une centaine. Et c'est tellement incroyable. Enfin, vraiment, je fais waouh. Et pourtant, ça dure quoi? 4 secondes. C'est-à-dire 4 secondes, vous voyez vraiment une nuée de TIE Fighters sortir des destroyers. Mais c'est génial, vraiment, pour un fan. Je pense vraiment que le fan de la première trilogie, il est aux anges quand il voit ça, vraiment. Et des plans marquants, le film en est bourré, vraiment. Euh, un autre plan marquant, par exemple, c'est la première frappe de l'Étoile de la Mort, qui est vraiment déjà visuellement très impressionnante, mais qui est également très esthétique. Je pense à la fin où on voit l'Étoile de la Mort, la planète et l'explosion. Donc au sol, l'explosion est basique, c'est à peu près ni plus ni moins une explosion nucléaire, mais l'explosion monte tellement haut dans l'espace qu'elle dépasse l'atmosphère et est figée dans l'espace. Et c'est magnifique, vraiment. Je m'en fous que ce soit réaliste ou pas. Hein. Quand je regarde Star Wars, je veux pas du réalisme. Mais vraiment, esthétiquement, ce plan où on voit l'étoile de la mort, la planète et l'explosion figée au milieu, c'est magnifique, vraiment. Et vraiment, je ne vais pas faire une liste de tous les plans qui m'ont marqué dans ce film parce que pour le coup, il y en a vraiment énormément. Et c'est là la principale différence avec Le Réveil de la Force. Le Réveil de la Force, il n'y a pas énormément de scènes qui m'ont vraiment marqué. Alors que le Rogue One, une claque. Vraiment, visuellement, c'est une claque. Au sujet des personnages, j'ai vu quelques critiques qui parlaient qu'on avait un peu du mal à comprendre leurs enjeux, surtout au niveau des héros. Et je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que les enjeux sont totalement compréhensibles, mais plutôt résumés, puisque je pense que, enfin, en tout cas, mon point de vue, c'est que dans Rogue One, le point vraiment intéressant, c'est pas spécialement les personnages, c'est plus la façon dont ont été volés les plans d'Étoile Noire. Puisque c'est peut-être le premier Star Wars où on ne suit pas des personnages qui ont une destinée incroyable, c'est des rebelles parmi tant d'autres. Vraiment, c'est pas des Jedi surpuissants ou des contrebandiers connus dans toute la galaxie, c'est des rebelles. Ça fait partie des rebelles basiques qu'on voit dans la trilogie, par exemple. Ce n'est pas des personnages aux destinées ultra importantes. Ils font quelque chose de grand, de très important, mais les personnages en eux-mêmes sont plutôt basiques. Et je pense vraiment que c'est pour ça que leurs enjeux sont relativement résumés, c'est qu'on s'intéresse principalement à ce que va raconter l'histoire. Et pour moi, c'est ce qu'il fallait faire, vraiment. Et au sujet des personnages, clairement, meilleur personnage droïde de toute la saga. Et ne me parlez pas de BB-8, parce que BB-8, à part son design mignon, qui est là pour faire vendre des jouets à son effigie, il n'a rien pour lui. K2, qui est le droïde impérial reprogrammé, je crois qu'il s'appelle K2, je ne suis même plus sûr, mais il est génial. Toutes ces remarques ont fait mouche sur moi, vraiment. Je suis pas énormément fan du personnage de Jean. Je l'aime bien, mais voilà, pas plus que ça. Mes personnages préférés, c'est clairement K2, le droïde. Clairement, là, au-dessus de tout le monde. Même si c'est pas lui qui a le plus de dialogue, ses répliques font mouche, je trouve. Et les deux personnages, alors j'ai oublié leur nom, mais celui qui comprend la force et celui qui l'accompagne. Ces trois personnages, c'est vraiment mes personnages préférés. Le reste, je les trouve cool, mais relativement lambda. Mais voilà, je trouve que leurs enjeux, on les comprend, même s'il y a certaines facilités. Par exemple, je comprends pas, enfin, on comprend pas vraiment pourquoi les deux personnages, donc celui qui maîtrise la force et son acolyte, suivent Jean d'un coup sans raison. Le retournement de Jean, c'est-à-dire qu'au début, elle s'en fout de la rébellion, et d'un coup, ouais, vas-y, on fait un discours salvateur pour
motiver les troupes, ça fait un peu bizarre parce que ça arrive vraiment d'un coup, c'est-à-dire qu'en 5 minutes il y a ce changement, même si on comprend ce qui motive ce changement, mais c'est un peu brut quand même. Et une preuve qu'ils se sont bien écrits, et ça va peut-être choquer certains d'entre vous, hein, mais bon, tous les personnages meurent à la fin de ce film, voilà. C'est pas vraiment un spoiler parce que vous, vous doutez bien que si ces personnages ne sont pas présents dans la trilogie de base, c'est qu'il aurait arrivé un peu quelque chose, hein. Donc c'est pas un spoiler, ils meurent tous, on le savait, hein, clairement. Et preuve que ces personnages sont plutôt bien écrits et que le film est plutôt bon, c'est que la mort de ces personnages m'a plus impacté que la mort de Han Solo dans Le Réveil de la Force. Parce que je suis désolé, dans Le Réveil de la Force, hormis jouer sur le fait que c'est Han Solo et que Han Solo c'est un de nos héros d'enfance, pour ceux qui connaissent la saga depuis ses premiers épisodes, bah, la mort de Han Solo est un peu merdique dans Le Réveil de la Force, clairement. C'est pas spécialement marquant au niveau de la mise en scène parce que ça reprend la mise en scène des autres Star Wars. C'est pas spécialement épique. Elle a rien vraiment de marquant la mort de Han Solo, si ce n'est le fait qu'on nous enlève Han Solo. Ça, je suis d'accord. Voilà, c'est Han Solo, on aime bien ce personnage, et forcément, ça nous fait chier de le voir mourir. Mais c'est pas plus travaillé que ça. Là, tous les personnages de Rogue One, donc qui meurent les uns après les autres, déjà leurs morts sont travaillées. On évite le syndrome mort de merde qu'on peut voir dans certains films ou dans certaines séries, hein. Je pense par exemple à un certain épisode de Game of Thrones où quelqu'un se bat en duel et prend tellement confiance en lui qu'il se fait tuer à la dernière minute, et c'est vraiment... Tu fais putain, t'es con quoi. Là non, on évite ce syndrome-là. Toutes les morts sont héroïques quasiment et bien mises en scène, vraiment émouvantes. Et si ça fonctionne, ce genre de scène, c'est parce que les personnages, on les a bien traités. Même si les personnages sont nombreux, ce qui est forcément plus compliqué pour traiter les personnages, hein, puisque c'est quand même beaucoup plus facile de parler d'un personnage que de 5-6, que de développer 5-6 personnages. C'est bien fait. Alors forcément, on ne connaît pas tous d'eux, mais on connaît le nécessaire pour être impliqué dans ce qu'ils font. Et là, en ça, le film est réussi, clairement. On comprend les enjeux des héros. Enfin, moi, je les ai compris. Alors, pour ceux qui ne les comprennent pas, oui, c'est un peu brut la façon dont c'est fait, mais c'est quand même largement compréhensible à mon sens. Et on comprend l'enjeu des méchants de l'Empire. Au sujet des musiques, c'est un peu particulier. Il faudrait que je revoie le film, vraiment, pour pouvoir en parler. Là, de tête, il n'y en a pas vraiment qui m'ont marqué, mais lorsque j'ai été sur YouTube pour écouter les morceaux, il y en a vraiment que je trouve ingénieux, je dirais. Alors, il y en a qui se sont plaints que les musiques changeaient par rapport à l'original. Faut savoir, les mecs, on peut pas se plaindre que le Réveil de la Force n'innove pas assez et en même temps que Rogue One fait trop de nouvelles choses. Les musiques, globalement, sont très bonnes. Je pense notamment à une des musiques. Alors, je sais pas si elle est dans le film, mais elle est dans une des bandes annonces où c'est un thème de Star Wars qui reprend l'alarme de l'Empire. Et je trouve ça super ingénieux comme concept, vraiment j'adore. Et il y a également une musique qui reprend la marche impériale et qui la mélange avec un thème de la prélogie. Ce qui me prouve bien que le film est entre les deux. C'est ça que j'aime bien, c'est quand la musique est suffisamment travaillée et raconte quelque chose aussi. Et la musique qui est un mélange entre la trilogie et la prélogie, ça montre bien que le film est entre deux et ça montre un certain travail tout de même. J'aimerais maintenant rebondir sur un sujet qui a fait un petit peu polémique à propos de ce film, c'est les acteurs en CGI. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de recréer numériquement un acteur qui est décédé. On a connu ça par exemple avec le dernier Fast and Furious qui avait recréé Paul Walker. Et là on a le cas avec le gouverneur, je crois qu'il est gouverneur de ce film, le gouverneur Tarkin. Alors je ne sais pas si on dit Tarkin ou Tarquin. J'ai toujours dit Tarkin quand j'étais jeune, c'était une erreur de jeunesse, mais bon maintenant c'est resté. L'acteur est décédé donc en 1994, il me semble, donc forcément c'est un peu compliqué et ça a fait polémique parce que c'est encore assez mal accepté qu'on recrée comme ça numériquement des acteurs décédés. Alors, mon avis sur la question, c'est que le problème que ça me pose, moi, personnellement, c'est que oui, on reprend le physique de l'acteur, vraiment, c'est bluffant. Hein. Par contre, c'est vraiment super bien fait. Numériquement, c'est lui, hein, vraiment, mais on n'en prend pas le talent. Et c'est là que ça me pose un petit peu un souci, c'est on pourra certainement recréer les acteurs encore avec plus de fidélité dans quelques années, mais le talent de l'acteur, son jeu d'acteur, on ne pourra pas le reproduire. Et c'est là que ça me pose un petit peu de souci. Dans certains cas, c'est pas grave. Par exemple, dans Rogue One, je trouve pas spécialement ça grave dans le sens où c'est justifié de faire ça. C'est que le personnage doit être là dans Rogue One. Mais il ne faut pas faire des films où on fait revivre des acteurs décédés juste pour faire le film. Vraiment, ça n'aurait aucun intérêt. Et c'est le seul problème que j'ai avec la CGI, c'est ça, c'est prendre le corps de quelqu'un. On peut reproduire le corps de l'acteur, mais on ne peut pas
on peut pas retranscrire son jeu d'acteur. C'est ça le problème, c'est que du coup l'hommage il est, je sais pas, il est à moitié fait. Je veux dire que oui, ok, visuellement il est là, mais c'est pas son jeu d'acteur à lui, et c'est là où ça me pose problème. Voilà. Ensuite, par contre, les bienfaits de la CGI, c'est qu'on évite le problème de recasting un peu douteux. Surtout que l'acteur qui jouait le gouverneur Tarkin, il avait quand même un faciès assez particulier. Trouver un acteur qui lui ressemblait, ça n'aurait pas forcément été évident. Là, on évite ce souci. Vraiment, là, c'est lui. On reconnaît Tarkin, vraiment. C'est un peu moins bien fait sur la princesse Leia, mais certainement parce que c'est dû au fait certainement qu'on la voit beaucoup moins, elle a qu'une scène à la fin, alors que Tarkin on le voit quand même dans 2, 3, voire 4 scènes vraiment. Princesse Leia à la fin quand elle parle c'est un peu... il y a un truc, on sent qu'il y a un truc qui est pas vraiment naturel, mais globalement c'est bluffant. Après bon, je rappelle tout de même que je suis malvoyant, que je ne vois correctement qu'à 30 cm, donc je suis pas forcément le mieux placé pour juger la qualité d'un effet spécial, mais globalement tout le monde s'accorde à dire que c'est super bien fait. En parlant justement du coup de la princesse Léa, je pense que ceux qui l'ont vu à la sortie du film, ça donnait déjà un petit côté nostalgique, mais alors ceux comme moi qui l'ont vu début janvier, donc après le décès de Carrie Fisher, qui est l'actrice qui jouait la princesse Léa et qui est partie beaucoup trop tôt puisqu'elle n'avait que 60 ans, il y a le... Je sais pas comment dire, mais il y a la nostalgie de revoir Princesse Leia, celle qu'on a vue dans la première trilogie, celle avec qui on a grandi. Et d'un côté, c'est la Princesse Leia qu'on a connue, et on sait très bien qu'à côté de ça, l'actrice est décédée. Et du coup, ça fait un petit passement au cœur, honnêtement, pour moi qui ai grandi avec la saga Star Wars, et la saga Star Wars a quand même une place dans ma culture, ma culture geek notamment, ça a quand même une grosse place, donc forcément ça fait un petit passement au cœur, et ça amène aussi, on avait fait la réflexion avec Dert, qu'on atteint un âge où forcément on va commencer à voir tous nos héros d'enfance décédés les uns après les autres, et ça fait un peu chier honnêtement, vraiment. Bon là, Carrie Fisher est quand même décédée relativement tôt, 60 ans c'est pas vieux du tout. Mais voilà, je tenais à en parler tout de même parce que je pense que tout fan de Star Wars a été un petit peu affecté quand même par ce décès un peu brut, hein, puisque elle a fait un arrêt cardiaque et 2 jours après elle est décédée. Il me semble qu'elle est décédée 2 jours après Noël, si je dis pas de bêtises. Dans ces eaux-là, je sais plus exactement, mais voilà. Je tenais à en parler et bon, du coup, on ne sait pas comment ça va exactement se passer pour le Star Wars 8 et Star Wars 9, notamment parce que le personnage de princesse Leia avait une importance cruciale dans Star Wars 8. Alors, la production parle de supprimer toutes les scènes avec la princesse Leia. Ne faites pas ça, les gens, parce que ça va être très mal accepté par les fans. Vraiment, ça serait au contraire. Si vraiment le film est bon et que la princesse Leia a un rôle important, ça serait le plus bel hommage que vous pouvez lui faire de laisser ces scènes. Et pour Star Wars 9, alors je sais pas exactement le destin que va connaître le personnage de princesse Leia, mais si elle est encore en vie dans l'épisode 9, j'imagine que si on a réussi à reproduire numériquement le grand Moff Tarkin et princesse Leia jeune, on pourra faire de même pour reproduire la princesse Leia de 60 ans. Je pense que là-dessus, vraiment les gens se posent la question, mais je pense que ça ne posera pas trop de soucis. Si on a réussi à faire ça pour le grand Moff Tarkin, on pourra le faire pour le personnage de princesse Leia. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ce côté acteur en CGI. Moi, ça me dérange pas trop, mais il faut pas que ça soit abusif. Là, je pense que dans le cas de Rogue One, c'était justifié. Si je devais tout de même émettre quelques réserves, ça serait à propos de l'ingénieur Krennic, donc qui est le grand méchant de ce film. Je trouve que c'est un méchant en demi-teinte, c'est-à-dire que ça commence très bien. Alors déjà, le look du personnage est génial, hein, ce look blanc avec la cape blanche, c'est vraiment génial. Je trouve que vraiment le design du personnage est très bon. Et la première scène où on le voit est très bonne également. C'est une scène qui fait forcément penser à la scène d'ouverture d'Inglourious Bastard avec le SS joué par Christopher Waltz. Je sais plus le nom du personnage dans le film, mais vous savez ce côté, je vous souris, mais en même temps je vous encule. C'est un peu ce côté-là, c'est-à-dire que on sent le côté manipulateur du personnage. Vous savez, c'est ce côté qui il ne montre pas ouvertement qu'il est belliqueux, mais en vrai c'est un vrai pourri et on s'en rend assez vite compte tout de même. Et ça commence très bien, mais malheureusement, ce genre de scène, on en voit deux, je crois, deux, voire trois maximum dans le film. Et le problème, c'est que le reste du film, il passe son temps à se faire rabaisser par Tarkin et Dark Vador. Et du coup, je trouve que ça diminue un peu l'importance du personnage. Et c'est dommage parce qu'il est vraiment bien travaillé. Il a son propre design, son propre vaisseau, ses propres Stormtroopers, hein, les fameux Dark Troopers, vraiment. Et c'est là qu'on voit quand même que le méchant est beaucoup plus travaillé que ce qu'on a pu voir dans le Réveil de la Force.
Mais à côté de ça, j'ai du mal à le prendre au sérieux parce que quand on le voit avec ses congénères impériaux, il passe son temps à se prendre la fessée en fait. On voit que c'est pas forcément lui qui dirige et il se fait pas vraiment respecter. Enfin, Tarkin se fout ouvertement de sa gueule. Dark Vador l'étrangle pour le calmer parce qu'il lui fait comprendre qu'il a un peu trop d'ambition. Et je trouve que du coup ça diminue un peu l'importance du personnage. Et c'est dommage. Je trouve aussi que le lien qu'il a avec Jean était pas spécialement nécessaire honnêtement. Je trouve que c'est un des petits trucs en trop. J'imagine qu'ils ont fait ça pour qu'on s'implique encore plus dans le personnage de Jean et que le fait de vaincre ce méchant devienne vraiment une quête à part entière. Mais je trouve que c'était pas vraiment nécessaire. Et également, la mort de ce personnage fait un peu grincer des dents, parce que c'est typiquement la mort cliché du méchant qui tient le héros en joue et qui se tape un monologue au lieu de tirer et enfin faire ce qu'il voulait faire depuis le début du film. Mais non, il préfère faire son monologue et forcément, il y a quelqu'un qui arrive pour le tuer. Et c'est cliché et malheureusement, ça ne rentre pas vraiment dans la personnalité du personnage qui est très intelligent. Donc on se doute bien qu'un personnage intelligent n'aurait pas fait ça, il aurait tiré et voilà, et après limite il aurait tiré dans la jambe, il aurait fait son monologue. Mais là le problème c'est que non, il se contente de maintenir en joue, de faire son monologue, d'attendre de se faire tirer dessus et c'est un peu dommage. Donc voilà, après le méchant reste quand même très intéressant mais je trouve qu'il est sous-exploité. Mon autre petite réserve concernerait les 40 premières minutes du film qui sont paradoxalement à la fois trop lentes et trop rapides. Trop rapide dans le sens où on passe trop facilement d'une planète à une autre. Je pense qu'en 10 minutes, on a fait trois planètes différentes. Alors, note positive tout de même, c'est qu'on a enfin des vraies nouvelles planètes, hein, pas comme Jakku qui n'était ni plus ni moins qu'un Tatooine 2.0. Là, par exemple, on a Jeddah, on a la planète de fin qui est magnifique. Mais voilà, au début, on passe trop facilement d'une planète à une autre, et certaines planètes ne servent que pour une scène. Du coup, voilà, je trouve que ça casse un peu le rythme à chaque fois de devoir changer de planète pour une scène, c'est un peu dommage. Et forcément, les 40 premières minutes servent également à développer la psychologie des personnages, ce qui est nécessaire, hein, clairement. Mais au début, voilà, on a du mal, enfin en tout cas moi j'ai eu du mal à être imprégné directement dans l'histoire, à comprendre, à aimer ces personnages, il m'a fallu du temps. Voilà, c'est vraiment que les 40 premières minutes du film, je pense que vraiment ce qui démarre sérieusement le film, vraiment ce qui... Enfin en tout cas c'est à partir du moment où j'étais vraiment rentré dans le film, c'est la scène sur la planète pluvieuse où le père de Jean se fait tuer. Et c'est vraiment là qu'on commence vraiment à entrer dans le côté rebelle, puisque c'est là où Jean se décide à entrer sérieusement dans la rébellion, à envisager un plan d'attaque assez fou, mais quand même audacieux. Et c'est vraiment à ce moment-là où moi, personnellement, je suis rentré dans l'histoire. Les 40 premières minutes de film ne sont pas mauvaises, loin de là, il y a des scènes très intéressantes dans les 40 premières minutes de film aussi. Mais voilà, c'est pas la partie du film que je préfère. En même temps, la fin est tellement épique, vraiment, hein, la bataille de fin est tellement parfaite que forcément, par rapport au début du film, voilà, il y a un certain contraste qui se crée, mais le film est vraiment bon, hein, clairement, même les 40 premières... Je suis pas en train de dire que pendant les 40 premières minutes du film, on se fait chier, loin de là. Mais je préfère tout de même la fin du film qui est parfaite. Quelque chose que je trouve de très intéressant sur ce Rogue One, c'est qu'il crée des choses, il enrichit son univers. Ce que n'avait pas fait le Réveil de la Force, ça prouve d'ailleurs que le Réveil de la Force était relativement paresseux à ce niveau-là, puisque Rogue One, qui est un épisode qui se déroule entre le 3 et le 4, donc c'est un univers qu'on connaît déjà, on connaît les vaisseaux, on connaît les armes, on connaît un peu la situation politique, arrive à créer des nouvelles choses, là où le Réveil de la Force, qui est un épisode qui se passe 30 ans après la trilogie, crée très très peu de choses. Dans Rogue One, par exemple, on a des nouvelles planètes, des vraies nouvelles planètes, hein, on ne se contente pas de changer le nom sur une planète déjà existante, n'est-ce pas le Réveil de la Force. On en a 3 ou 4, on a également des nouveaux vaisseaux, des vrais nouveaux vaisseaux également, on ne se contente pas de repeindre un X-Wing ou un TIE Fighter, non, c'est des vrais nouveaux vaisseaux. Là dans Rogue One on a le U-Wing par exemple, on a la navette de l'ingénieur Krennic, qui est une navette très particulière, il me semble également qu'on voit une sorte de prototype de TIE Fighter un peu différent. Vraiment, on voit des nouvelles choses, ça enrichit l'univers, des choses qu'on n'avait pas vues avant. Et je trouve ça fou quand même que c'est un épisode, un spin-off, qui plus est dans une période qu'on connaît de Star Wars, hein, puisque ça se passe encore une fois entre le 3 et le 4, donc on connaît cette période, qui fait beaucoup plus de choses nouvelles. Et je trouve ça quand même assez... D'ailleurs, à ce sujet, je me sens obligé de vous partager une citation de Gareth Edwards à propos des nouveautés dans Star Wars. Je vous l'offre, c'est cadeau. Pressure's so high. Like, we're making a film that's right, touching my favorite movie of all time. But then if you're too respectful of it, that you daren't do anything new or different, or take a risk, then what are you bringing to the table? Tu le sens celui-là, J.J. Abrams? Alors, je sais pas exactement si c'est une attaque envers J.J. Abrams, et je pense pas, mais il faut admettre que tout ce qu'il dit, c'est quand même vachement applicable au Réveil de la Force.
Autre point que j'ai beaucoup aimé, le fan service. Le fan service c'est quelque chose de très compliqué à faire puisque si c'est mal fait, c'est grossier et généralement ça sort un peu du film parce qu'on voit trop qu'on essaie de nous appâter. Là, le fan service est discret mais efficace. Bon, forcément, j'ai déjà parlé de Tarkin et de Dark Vador, qui, alors qu'ils sont quand même des personnages iconiques de la saga, vraiment, Dark Vador, tout le monde le connaît. Enfin, même si t'es pas fan de Star Wars, tu connais Dark Vador et tu connais la réplique "Je suis ton père", c'est obligé. Et malgré le fait que ce soit des personnages vraiment iconiques de la saga, ils ne n'écrasent pas les nouveaux personnages. Ils sont quand même là, ils sont relativement discrets. Ils ont quelques scènes, des très belles scènes, mais ils sont discrets. C'est pas hey, coucou, je suis Dark Vador, regardez-moi. Vraiment, il n'y a pas de ça. On laisse quand même suffisamment de place aux nouveaux personnages pour s'étendre. D'ailleurs, il y a plusieurs couches de fanservice, donc forcément Dark Vador et Tarkin, ou Princesse Leia à la fin, c'est vraiment le fanservice que tout le monde verra parce que c'est le fanservice le plus visible. Mais par exemple, un fanservice qui est beaucoup plus discret, je dirais, c'est la scène sur Jeddah où Jin se fait bousculer par deux personnes relativement hostiles. Si tu ne connais pas la référence, bon, tu passes à autre chose. Voilà, tu te dis que c'est une scène pour montrer que les gens sur Jeddah ne sont peut-être pas forcément amicales. Mais si tu as la référence, tu reconnais les personnages qui ont embrouillé Luke, on va dire, dans la cantinette Tatooine. Donc c'est deux personnages, un peu le vieillard et l'extraterrestre, qui sont des gens un petit peu accros à l'alcool, on va dire, et qui cherchent un peu l'embrouille à tout le monde, et qui d'ailleurs vont le payer cher dans un nouvel espoir, puisque Obi-Wan va trancher le bras de l'extraterrestre et tuer son collègue. Et voilà, ça dure 12 secondes. Je crois que c'est le fossoyeur du film qui disait qu'on insistait trop sur cette scène, mais je comprends pas cette remarque parce que ça dure 12 secondes, vraiment peut-être. Et encore 12 secondes, c'est peut-être même trop. C'est certainement moins que ça. On les montre pas en gros plan, on dirait hey coucou, vous nous reconnaissez déjà, c'est pas des personnages auxquels tu prêtes vraiment attention. Je veux dire, si t'es pas fan de Star Wars, ces personnages-là, tu les as oubliés, clairement. Les personnages que. Si t'es pas vraiment fan de Star Wars, les personnages que tu retiens, c'est Dark Vador, Luke, Obi-Wan, des personnages importants. Des pecnos alcooliques, généralement, tu les retiens pas vraiment. Et c'est le genre de clin d'œil que moi j'ai bien aimé vraiment parce que c'est discret. Autre clin d'œil discret, c'est un clin d'œil à la série Star Wars Rebelle, qui est une série d'animation de Disney. On voit le vaisseau d'un des personnages de la série, c'est le Hera, je crois qu'elle s'appelle, c'est une Twi'lek. On voit le vaisseau vite fait dans le film, mais c'est pareil, c'est quelques secondes et si t'as pas les références, ça ne change strictement rien à la compréhension du film. Et c'est en ça que le fanservice est bien fait, c'est que Rogue One, concrètement, tu peux le regarder sans avoir vu les autres Star Wars, tu vas tout de même comprendre. Alors oui, il y a 2-3 trucs qui auront moins d'impact que sur toi, forcément, mais je trouve que Rogue One, c'est certainement l'un des Star Wars les plus simples à regarder si tu ne connais pas le reste. Et la scène finale avec Dark Vador. C'est comme si le film te disait, bon, c'est le premier film Star Wars sans Jedi et sans Sith, tiens, 2 minutes de Dark Vador, c'est gratuit. Et putain, c'est les 2 minutes de Dark Vador les plus épiques que vous pouviez voir dans n'importe quel film. Vraiment, en 2 minutes, on voit toute l'étendue et la violence du personnage. En plus, c'est filmé de manière magnifique. Vraiment, on sent le côté oppressant du personnage. Et quand on le voit apparaître à la lueur de son sabre laser, on se dit pour les rebelles, mais fuyez, fuyez, pauvre vous. Vraiment, cassez-vous. Et c'est que 2 minutes. Mais je pense que cette scène mettra tout le monde d'accord. Même si vous n'avez pas aimé le film, cette scène est juste magique, vraiment. D'ailleurs, c'est la scène où il y a un petit caméo du réalisateur, Gareth Edwards. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est le rebelle qui passe au dernier moment les codes, enfin les plans de l'étoile noire. Et juste parfait. Et j'ai adoré également le principe que la fin de Rogue One soit exactement le début d'un nouvel espoir. C'est-à-dire que si vous, sur un logiciel de montage, vous les alignez côte à côte, ça se suit parfaitement. Et c'est con, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Bon, ça prouve également que Rogue One est très proche, est beaucoup plus proche de Un Nouvel Espoir que de La Revanche des Sith. Mais moi, c'est un des trucs que j'ai bien aimé. C'est pour ça que la scène de la princesse Léa à la fin, j'ai vraiment, même si il y a un truc qui passe pas au niveau de la CGI, j'ai beaucoup aimé. Pour finir sur 2 autres bons points, la politique refait surface. C'est quelque chose qui avait été totalement évincé du Réveil de la Force et ça provoquait des grosses incompréhensions au niveau du scénario. Là, elle est présente, elle est évoquée, elle n'est pas aussi envahissante que dans la prélogie, mais elle est tout de même là. On parle du Sénat par exemple, je trouve ça relativement intéressant également puisque on est Rogue One, on est encore au moment où entre les rebelles, enfin l'Alliance rebelle et l'Empire, c'est encore une sorte de guerre froide. C'est pas officiel vraiment. L'Empire déjà a encore peur du Sénat, puisque la première utilisation de l'étoile noire, Krennic se fait entre guillemets engueuler par Dark Vador, puisque le Sénat exerce encore une pression relativement importante.
Et d'ailleurs, Dark Vador a dit lui-même on fera passer ça pour un accident naturel, l'étoile de la mort n'existe pas. Et je trouve ça intéressant de voir l'Empire à un moment où il n'est pas encore au top de sa puissance. Et pour les rebelles, on est encore dans une période où beaucoup d'entre eux n'osent pas aller se battre. La lutte se fait plus en termes de politique, il y a une opposition, mais c'est pas encore une opposition armée. Et ça, pareil, je trouve ça relativement intéressant parce que du coup, c'est pas la même situation que dans Un Nouvel Espoir. On est encore aux prémices de la rébellion, et je trouve ça vraiment intéressant, vraiment. Et autre bon point, c'est un film qui se situe donc, encore une fois, entre La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir, et qui prend des deux univers. Par exemple, pour la prélogie, il y a un vaisseau qu'on retrouve, alors je crois que c'est le vaisseau pénitencier dans lequel se trouve Jean au début, qui vient de la guerre des clones, si je dis pas de bêtises. Mais on a également par exemple le personnage de Bail Organa, qui refait surface, c'est le même acteur que dans La Revanche des Sith. Et voilà, ça prouve que vraiment il y a un lien entre le 3 et Un Nouvel Espoir. On n'évince pas la prélogie. C'est pas parce que les gens ont dit ouais la prélogie c'est nul qu'on l'évince. Et ça c'est ce qu'il faut faire. Faut pas écouter les gens. Si on commence à écouter ce que veulent les gens, on fera que des films de merde, vraiment. Donc on a forcément il y a beaucoup plus de clins d'œil et beaucoup plus de similitudes avec Un Nouvel Espoir que La Revanche des Sith. Et c'est logique, puisque périodiquement, on est beaucoup plus proche, comme je vous l'ai dit, vraiment la fin de Rogue One, c'est le début d'Un Nouvel Espoir. Donc forcément, il y a beaucoup plus d'éléments de la trilogie que d'éléments de la prélogie. Mais il y a quand même des restes de la prélogie, ce que je trouve vraiment intéressant. On ne renie pas la prélogie, elle fait vraiment partie de l'univers et on l'implémente dans les films. Et ça, c'est très bon. Un autre point que je trouve intéressant à évoquer, c'est la différence entre repompage grossier et inspiration. Et pour cela, on prendra les batailles finales du Réveil de la Force et de Rogue One. Dans le Réveil de la Force, la bataille finale ne se contente pas d'avoir le même contexte que dans Un Nouvel Espoir, on en reprend également pas mal de scènes. Par exemple, on nous refait la scène des X-Wing qui passent dans un petit couloir très étroit, qui rappelle forcément celui de l'Étoile de la Mort dans Un Nouvel Espoir. Et du coup, ça empêche au film de se créer une propre identité puisque il n'a pas ses propres batailles, ses propres scènes. Dans Rogue One, on retrouve cette similitude du contexte puisque la bataille finale évoque fortement celle du Retour du Jedi. Parce que clairement, un petit groupe de rebelles qui attaque un complexe impérial sur une planète pendant que la flotte rebelle affronte la flotte impériale sur l'orbite de cette même planète, c'est clairement la bataille d'Endor. On retrouve même l'alter ego de l'amiral Akbar qui donne des ordres depuis son cockpit. Donc clairement, tout est fait pour rappeler la bataille d'Endor. C'est là que Rogue One se différencie du Réveil de la Force, puisque même s'il garde le même contexte qu'une bataille que l'on connaît déjà, il crée ses propres scènes et ses propres situations. Et c'est là qu'est la différence entre repompage grossier et inspiration. Puisque lorsque vous allez voir la bataille finale de Rogue One, vous n'allez pas vous dire c'est du déjà vu. Petit détail que j'ai trouvé intéressant également, c'est qu'on justifie la présence de la faille de l'étoile de la mort. C'est vrai que dans Un Nouvel Espoir, on nous apprend que l'étoile de la mort a une faille, mais cette faille est tellement aberrante qu'on a du mal à penser que les ingénieurs impériaux ont laissé passer ça. Et finalement, dans Rogue One, on nous dit que oui, en fait, c'est volontaire, que c'est une sorte de sabotage. Et je trouve ça cool qu'un spin-off, donc finalement un épisode qui n'est absolument pas nécessaire, fasse la lumière sur certaines zones d'ombre de la trilogie de base. Ah, et ce film montre vraiment que celui qui a conçu l'armure des Stormtroopers est un branleur. Parce qu'une armure qui ne protège même pas des tirs de blaster, qui nuit à la visibilité de celui qui porte l'armure et dont le casque n'empêche même pas de se faire assommer par un coup de bâton, va falloir qu'on m'explique l'utilité de cette armure. Hormis le fait qu'elle est classe en termes d'utilité même, l'armure des Stormtroopers, c'est pas ça. Donc voilà, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire sur ce film, mais on va conclure parce que le but ce n'est pas de faire une vidéo de 3 heures. Donc Rogue One, c'était vraiment cool, c'est même surprenant que ça soit aussi réussi. Je suis pas forcément rassuré quant à la qualité des prochains spin-offs, puisque Rogue One avait vraiment... L'histoire de Rogue One avait un potentiel épique non négligeable, vraiment. Mais pour les prochains spin-offs, par exemple sur celui sur la jeunesse d'Han Solo, je sais pas, je suis vraiment très sceptique quant à l'intérêt de ce spin-off. On verra bien, mais en tout cas Rogue One c'était vraiment une très bonne expérience Star Wars. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.